Nous avons voulu attirer l'attention sur la situation de la francophonie qui me semble à la fois extrêmement importante et en grande précarité. Donc je vais laisser M. Lapérelle vous développer dans un instant la situation concrète. Je voudrais simplement vous donner mon sentiment depuis 7 ans que je suis à l'œuvre d'Orient. J'ai donc découvert cette situation des établissements francophones. Je ne les connaissais pas particulièrement. J'ai constaté plusieurs choses. D'abord son ampleur, que je n'imaginais pas, puisque Michel va vous détailler cela, mais il y a sans doute 400 000 élèves entre l'Égypte et la Turquie, de l'Égypte à la Turquie, qui reçoivent un enseignement en français. Encore aujourd'hui, encore en Syrie, il y a Alep, un établissement francophone. Donc, quelque chose de grande ampleur, je pense. Je n'imaginais pas, c'est qu'ils étaient peut-être 30 000, 40 000, 400 000, vous comprenez, c'est beaucoup plus considérable. Deuxièmement, on m'a toujours frappé quand j'ai visité ces établissements, le fait du nombre important d'élèves musulmans dans ces établissements, parfois 50%, parfois un peu moins, mais parfois aussi 80% ou 90%. Notamment quand c'est la démographie du pays. Donc, tout le monde comprend que c'est donc un lieu tout à fait essentiel où les futurs adultes qui seront un peu formés dans leur pays respectifs ont fait l'expérience de vivre ensemble, musulmans et chrétiens. Et parmi les chrétiens, catholiques et orthodoxes. Donc, vous voyez, c'est un lieu de vivre ensemble qui me semble tout à fait considérable. Troisième chose importante, c'est le fait, la place de la femme dans ces établissements. Vous savez que le combat pour la promotion de la femme est encore un défi qui demeure à relever, même si ça a déjà beaucoup progressé, il faudrait évaluer ça selon les pays. Quoi qu'il en soit, ces écoles, souvent tenues par des religieuses, sont évidemment très ouvertes aux élèves filles et aux relations garçons, filles, etc. Donc c'est un élément important. Autre chose que j'ai pu constater, c'est que, bien sûr, il y a une certaine pression pour que les établissements passent à l'anglais. Tout le monde le comprend. Et on s'est demandé pourquoi un peu ces établissements résistaient et gardaient le français. J'avais en tête deux explications. Une vague trace de colonialisme, hein, là où la France a été puissance, sinon coloniale, en tout cas mandataire, en tout cas une espèce d'influence européenne, et puis le fait que souvent les congrégations religieuses étaient d'origine française, comme les Filles de la Charité, les Lazaristes. Là, le petit film que vous avez vu, c'est le collège lazariste du Liban. Enfin, le principal collège lazariste du Liban, ce sont des congrégations françaises, donc ils sont attachés aux Français. Mais très vite, j'ai perçu que ce n'était pas ça qui les faisait rester aux Français. Mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Que l'enjeu pour les établissements de garder le français, c'est un choix de valeur. Et que les chefs d'établissement nous ont expliqué que le français, c'était bien ce par quoi un certain nombre de valeurs pouvaient passer. Alors quelles sont ces valeurs? Ben, ce sont les valeurs, d'une certaine manière, de la culture française. Ce sont les valeurs de liberté, égalité, fraternité. Ça nous a été explicité. Liberté, égalité, fraternité. Mais aussi, m'ont-ils expliqué, des valeurs qui fait qu'un élève qui a la culture francophone a plus d'ouverture à une vraie dimension internationale qu'un élève qui n'aurait qu'une culture anglophone, qui aurait tendance à, j'allais dire, anglophoner, si vous me permettez ce néologisme, le monde entier. Il me explique que l'élève qui n'a qu'une culture anglophone juge finalement toute situation nationale ou internationale selon les critères de la mondialisation anglo-saxonne. Tandis qu'un élève qui a la culture française est attentif à la richesse de chaque culture de manière beaucoup plus forte. Et ceci m'a semblé tout à fait intéressant. Voilà
ce que j'avais retenu pour être bref, mais également j'ai constaté la grande précarité de ces établissements. Souvent, et en particulier au Liban, l'État ne paye pas à ces établissements ce qu'il doit payer. Vous savez, comme tout établissement privé, un peu comme chez nous en France, l'État doit prendre sa part des charges de ces différents établissements. Nous constatons que souvent les gouvernements sont très négligents et parfois payent avec 2 ans de retard, 3 ans de retard quand ils payent. Et donc il y a des problèmes de financement et de trésorerie qui pèsent sur ces établissements. Dans le constat de cette précarité, j'ai constaté aussi qu'il était extrêmement difficile d'intéresser l'Organisation internationale de la francophonie à ce développement du français dans la région. Et donc, nous voulons interroger l'Organisation internationale de la francophonie pour savoir si le français est encore quelque chose d'important pour eux. Certes, la francophonie internationale s'occupe de choses importantes, notamment de la promotion de la femme, d'aider les pays dans la décolonisation, dans la promotion des droits de l'homme, toutes choses qui nous tiennent tout à fait à cœur. Mais est-ce que le français demeure quelque chose qui intéresse la francophonie et pourquoi nous n'entendons pas la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, s'intéresser à ces établissements? Mais par ailleurs, nous constatons que l'aide de l'Agence pour le développement du français à l'étranger est extrêmement faible, est totalement insuffisante. Il y a même eu une période, pas si ancienne que cela, où cette agence prétendait taxer les établissements francophones pour donner un label d'établissement francophone. Le collège qu'on a vu tout à l'heure sur le petit film, il existe depuis 200 ans, et tout le monde sait que c'est le grand collège francophone du Liban. Il n'y a pas besoin d'un label. Il fallait payer 15 000 ou 20 000 euros pour avoir un label. C'est-à-dire que l'agence pour le développement de l'anglais passe avec son carnet de chèques, nous disant combien vous voulez pour passer à l'anglais. Donc il y a des situations qui je trouve anormales sur ce plan, mais aussi parfois, chez certains membres de cette agence, de vouloir imposer des règles de laïcité qui ne sont même pas celles que nous vivons en France. Il est arrivé qu'un membre de cette agence fasse reproche à l'établissement d'avoir un signe de croix dans le bureau de la directrice, alors que je regrette, même en France, les établissements sous contrat ont encore le droit d'avoir une croix dans le bureau du directeur, si le directeur le veut. Voilà. Donc je trouve que ces établissements n'ont pas l'estime et le soutien qu'ils méritent. Or, outre ces valeurs que j'ai expliquées, promotion de la femme, vivre ensemble, liberté, égalité, fraternité, je dirais droit de l'homme, humanisme, sens juste de l'international, de manière plus, j'allais dire, égoïste, il me semble que ces 400 000 élèves qui reçoivent un enseignement en français conditionnent l'avenir de l'influence dans la région. Si la France a encore une influence dans cette région, c'est bien parce qu'il y a cette culture francophone et francophile qui demeure. Si ces établissements visent à s'amoindrir, voire à s'effondrer, voire à disparaître, il est très clair que la France n'aura plus aucune influence dans la région. Pourquoi la France a des amis dans la région? Pourquoi la France est écoutée dans la région? Parce que de nombreux cadres parlent le français, connaissent la culture française, l'histoire de France et la France et aiment la France. Donc l'enjeu pour la France, si ce n'était pas par pure amitié pour ces pays du Moyen-Orient, doit être au moins de l'intérêt bien compris. Encore une fois, si ces établissements disparaissent, l'influence à terme de la France dans cette région disparaîtra. Et donc je crois que cela mérite que l'on s'y intéresse. Monsieur de la Pérelle va vous expliquer un peu les 2 colloques que nous avons déjà faits à Paris. Nous avons beaucoup de mal à y intéresser la francophonie, alors que le colloque est à 500 mètres de l'Organisation internationale de la francophonie. On n'a pas vu de cadre majeur se déplacer. Nous n'entendons pas en rester.
nous entendons bien mettre les autorités diverses, nationales ou internationales, je vais aussi parler notamment de l'UNESCO, devant leurs responsabilités, et qu'on ne peut pas toujours et simplement répondre qu'il n'y a pas de budget. D'abord parce que le budget n'est pas si considérable, il n'y a pas non plus des sommes colossales à engloutir, mais simplement un soutien, presque un soutien symbolique, de sentir quand même que la France s'intéresse à l'existence du français au Moyen-Orient. Voilà. Donc, ce n'est pas un budget considérable, mais si le budget n'est pas, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Voilà, je suis réaliste, je sais ce que c'est qu'un problème de budget. Simplement, on ne peut pas simplement dire on ne veut pas de budget, mais on veut que tout continue. On ne veut pas de budget, mais on veut garder ces établissements francophones. On ne veut pas de budget, mais on veut garder une influence dans la région. Notre rôle, et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers vous, c'est de dire clairement, vous ne voulez pas de budget, il n'y a pas de budget. Très bien, ça veut dire qu'il n'y a plus d'influence de la France dans cette région. Voilà. Là, c'est ça. Il faut mettre ça ensemble. Pas simplement dire il n'y a plus de budget, mais continuez, continuez. Là, on est d'accord avec vous. On vous encourage, on vous donne notre bénédiction, laïque, républicaine, rassurez-vous, etc. Ouais, c'est pas possible. Il n'y a plus de budget, il n'y a plus d'action, il n'y a plus d'influence sur la région. Voilà, c'est ça qu'il faut mener. Et je voudrais prendre à partie l'opinion publique française pour savoir si pour les Français, pour l'opinion publique française, il est négligeable que des jeunes gens apprennent la langue et les valeurs de la France au Moyen-Orient. Voilà, c'est ça l'enjeu. Alors, nous souhaitons évidemment rencontrer le secrétaire d'État à la francophonie, pour le peu de temps qu'il lui reste à vivre, enfin vivre politiquement, j'entends. Il sera peut-être reconduit après les élections. Enfin, prenons déjà ceux que nous avons en face de nous. Donc nous voulons prendre le plus rapidement possible contact avec le secrétaire d'État à la francophonie, avec l'Agence pour le développement du français, de laquelle nous attendons des actes, hein, et pas seulement des discours. Et puis nous voulons par la suite aussi prendre contact avec les deux commissions parlementaires, celle de l'Assemblée nationale et celle du Sénat, qui s'occupent de la question de la francophonie, voir comment les parlementaires envisagent cette approche, mais encore d'autres structures, donc la francophonie, l'UNESCO, et aussi, pourquoi pas, l'Académie française, qui devrait se préoccuper, si j'ai bien compris son rôle, de la qualité du français au Moyen-Orient, plus peut-être d'autres structures sur lesquelles nous réfléchissons. Voilà, c'est un réseau, un vrai réseau, qui a parfois des liens avec le réseau d'écoles en France, donc des possibilités de jumelage sont tout à fait envisageables, même si un jumelage doit être bien encadré, parce que sans ça, ça se termine un peu en autre boudin, si vous passez l'expression, et ça peut susciter des déceptions. Donc il faut bien réfléchir à cela. Mais il y a déjà, nous nous en réjouissons, des contacts auxquels on pourra peut-être répondre à vos questions, entre les écoles libres, privées, catholiques, je ne sais pas quel est l'adjectif le plus approprié, d'Île-de-France, et les écoles, on va dire, de Terre Sainte, c'est-à-dire d'Israël et de Palestine. Voilà. Donc il y a déjà l'expérience d'une mise en réseau, et cela peut être favorisé. Mais je terminerai sur cet exemple. Quand je vois que certains profs en Orient de français, qui ont enseigné, qui en sont à leur 30e année d'enseignement du français, n'ont jamais eu la possibilité de venir en France, parce qu'on a fait des difficultés de visa, parce qu'on n'a pas réfléchi la chose, parce qu'on n'a pas donné le petit coup de pouce budgétaire qui leur permettait de découvrir eux-mêmes la France en direct, alors que depuis 30 ans, ils enseignent notre langue, notre culture commune. Je suis un peu désolé de cela. Voilà. Donc je m'arrête là et je laisse Michel développer plus concrètement ce que j'ai dit de manière un petit peu théorique. Alors moi je vais vous parler donc de ce premier colloque justement qui a eu lieu en 2014, en juin 2014, et qui avait lieu pour objet de faire cet état des lieux. Je vais résumer en quelques chiffres, si vous voulez, ce que nous avons recueilli à cette époque. Au-delà de ce que le père a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance que pour eux représentait la francophonie, on a eu et ça c'est quelque chose qui nous est apparu de manière très très forte, et on ne s'attendait pas, si je peux dire, à cet engagement
profond de la part des congrégations et des établissements scolaires. Les données sont les suivantes. Alors, je vais vous les donner pays par pays parce que c'est pas... évidemment, les situations sont diverses suivant les pays. Les principaux... Le premier pays, évidemment, pour la francophonie, c'est le Liban. Le Liban, pays de 4 millions d'habitants, il y a 329 écoles qui enseignent en français et qui scolarisent 190 000 élèves. Là, vous parlez uniquement des écoles catholiques. Je parle que des écoles catholiques. Moi, nous ne parlons pas des autres, oui. des autres écoles. Je parle des écoles catholiques. Ce sont des écoles, pour la plupart, qui sont gérées par des congrégations. À l'origine, beaucoup de congrégations d'origine française, les lazaristes, les jésuites, les frères des écoles chrétiennes, les filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul. Mais aujourd'hui, il y a une majorité d'écoles qui sont gérées par des congrégations locales. Les sœurs des 5 heures, les sœurs des Antonines, voilà, bon, c'est des noms qui me viennent à l'esprit à l'instant. Environ une trentaine de congrégations féminines, une dizaine de congrégations masculines. Basilia, Chouérite, etc. 329 écoles qui scolarisent 190 000 élèves, dont 40% d'élèves musulmans. Mais 40% d'élèves musulmans, c'est un chiffre global. Il existe des écoles comme celle d'Antoura, que vous venez de voir, où il y a très peu d'élèves musulmans, infime, 4%. Il existe des écoles perdues dans la campagne, où vous avez 100% d'élèves chiites. Et ce sont des écoles tenues par des religieuses. Et ce sont des écoles catholiques. Par conséquent, l'État, ça varie beaucoup suivant les circonstances. Le chiffre moyen de 40% est à retenir. Ça veut dire qu'il y a une proportion importante de ces écoles qui accueillent beaucoup d'élèves musulmans. 3 types d'écoles au Liban: les écoles payantes, les écoles semi-gratuites, les écoles gratuites. Les écoles payantes, ce sont les écoles dans les villes, principalement, à Beyrouth, dans les grandes villes, qui sont des écoles qui ne reçoivent aucune aide, aucune subvention de la part de l'État, et qui représentent environ 36% de l'ensemble de ces établissements. C'est-à-dire que les professeurs sont payés par les... C'est les parents qui paient, c'est ça? Les parents payent la scolarité. Tout, c'est-à-dire que l'ensemble de la scolarité est financé par les parents? Par les parents, absolument. Comme les professeurs ne sont pas payés par l'État, enfin, ils sont payés les professeurs dans toutes ces écoles sont payés par l'école. Par l'école, L'État ne paye aucun professeur dans aucun établissement scolaire privé. La deuxième catégorie, c'est les écoles semi-gratuites. Alors les écoles semi-gratuites, bon, c'est typique du Liban, ça représente environ 14% des établissements. Ce sont des écoles où les parents contribuent pour un certain niveau de scolarité, des frais de scolarité, et l'État contribue également. En gros, chaque famille paye 500 $ par an, et l'État donne 500 $ par an et par enfant. Troisième catégorie, les écoles entièrement gratuites, et c'est 50% des écoles du Liban. 50% qui ne reposent que sur les ressources de la congrégation, les parents ne payent pas, et la subvention de l'État se limite toujours à 500 € par élève. Là, il y a un vrai problème, un problème considérable. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne parce que les congrégations font une péréquation entre les établissements. Et ça, c'est pas vrai seulement au Liban, c'est vrai partout. Les congrégations se débrouillent pour, alors, bénéficient évidemment de subventions, mais trouvent des moyens par l'œuvre d'Orient, par exemple, accorde à toutes ces écoles une aide depuis 150 ans, depuis que ces écoles existent. Pour beaucoup d'entre elles, elles nous disent s'il n'y avait pas l'œuvre d'Orient, nous n'existerions plus depuis longtemps. Mais il y a des écoles qui ferment. Les lazaristes ont fermé 2 établissements dans les dernières années, faute de moyens. Donc, c'est quand même, on voit diminuer le nombre d'établissements. Il y a 3 ans,
quand on a fait le bilan, il y avait 347 écoles, il n'y en a plus de 329. Donc ça, c'est pour le Liban. Si vous avez, je répondrai à d'autres questions si vous en avez. L'Égypte. Juste peut-être pour terminer, pour le bilan. Si elle ferme, c'est uniquement pour des raisons financières ou c'est parce qu'elle veut passer à l'anglais? Parce qu'il y a quand même Si elle passe à l'anglais, elle ne ferme pas, là, elle trouve tous les moyens qu'elle veut. Ouais. Il y a déjà des écoles, il y a régulièrement des écoles qui passent à l'anglais. Je veux dire que si une école veut passer à l'anglais, la situation est réglée pour le futur. C'est-à-dire qu'on est tout de suite, on a de l'argent. Immédiatement, les organismes culturels anglo-saxons apportent les moyens. Les supérieurs de congrégation nous disent, moi demain, j'ai plus de problème. Je décide de passer à l'anglais, immédiatement, toutes mes écoles, tout l'avenir de mes écoles est assuré. Et il y a des écoles, et il y a des congrégations qui l'ont fait, pour certaines écoles. Et l'AEFE n'intervient pas du tout dans ce réseau? Alors, je vais vous le préciser. L'AEFE, le Liban, c'est encore un cas particulier, il y a 45 écoles homologuées par l'AEFE au Liban. Catholique? Non, public. En général. Ah, en général. Au total, l'AEFE a homologué 45 écoles au Liban. Oui. Ce qui est considérable, c'est le seul cas au monde. Il n'y a pas un autre pays au monde où il y a un tel nombre, c'est une anomalie, si je puis dire. Hein. Mais là, elles sont surtout privées quand même, non? Alors là-dessus, il y en a la moitié de public et la moitié de privé. D'accord. Hein, alors, sur les 45, il y en a 23 qui sont des écoles catholiques. C'est-à-dire les écoles payantes que j'ai évoquées tout à l'heure, oui. Pour un grand nombre d'entre elles, elles sont homologuées. L'homologation, comme le disait le père tout à l'heure, ça coûte de l'argent. Ouais. Pour être homologué, il faut payer. Et quel intérêt d'homologuer une école gratuite dans un petit village Donc, c'est vrai. Mais d'un autre côté, l'homologation apporte un certain nombre de... Ça apporte une image, une notoriété, si vous voulez. Donc ça, c'est le cas particulier du Liban. 45 écoles homologuées par l'AEFE. Donc l'État investit quand même, l'État français, dans ces écoles. L'État investit rien du tout. Rien du tout. Il fait payer l'homologation. C'est un label uniquement. C'est un label. Mais il n'y a pas de... L'État français, oui. Les subventions, je parle de subventions, oui. De l'État français pour l'ensemble de l'enseignement catholique dans toute la région se limite à 30 000 € par an, qui sont donnés par le consulat français de Jérusalem aux écoles du patriarcat latin, dont 20 000 € pour le réseau Barnabé. Alice, confirmez-moi si je dis une bêtise. Hein. En gros, 20 000 € pour le réseau Barnabé pour faire venir des coopérants dans les écoles du patriarcat latin de Jérusalem. C'est beaucoup moins que 20 000 et c'est une peau de chagrin d'année en année, mais bon... Oui, enfin bref, c'est ce que disait M. Victor il y a 2 ans. 30 000 €, c'est la seule subvention que l'État français donne à l'enseignement catholique au Proche et au Moyen-Orient. Le reste, c'est le budget de l'AEFE. L'AEFE a un budget de 500 millions, maintenu par le gouvernement français, mais pour assurer le fonctionnement des 500 établissements qui existent dans le monde. Et vous imaginez qu'il y a des établissements plus prestigieux dans le monde qui méritent, par conséquent, ces 500 millions, ça sert à quoi? Ça sert à payer des professeurs qui sont envoyés par l'éducation nationale dans les lycées français à l'étranger. Il n'y a pas un sou pour les écoles catholiques du Liban. Après, il y a des établissements publics au Liban. Il y a des établissements publics au Liban, oui. Oui. Non, mais là, moi je parle de l'enseignement je catholique. Donc l'AEFE se limite à ça. Bon. Après, il y a, on va y venir après dans le deuxième volet qui est celui des solutions, si vous voulez, de la recherche des solutions. Il y a l'accompagnement de la formation des professeurs, etc., qui est un autre volet qui ne touche pas seulement l'AEFE, mais touche aussi les instituts français à l'étranger. Mais au Liban, une école qui veut faire former ses professeurs de français doit payer pour les faire former. Il n'y a aucune aide française, alors que pour un prof d'anglais, c'est totalement gratuit et pris en charge
Par qui d'ailleurs? Par le gouvernement américain. Ah oui. Voilà. Il y a une concurrence très déloyale. Ah, bah, Alors ça c'est pour le Liban, on pourra revenir après sur les problèmes purement financiers. En Égypte, je continue à dresser le panorama. Hein. En Égypte, il y a 170 écoles catholiques, hein, c'est considérable. 150 000 élèves dans ces établissements catholiques. Et c'est des francophones. Alors, 55 000 francophones sur les 150 000. Ça veut dire que les autres, l'enseignement est en arabe. Hein. Quand vous dites francophone, c'est première langue le français ou c'est bilingue ou c'est... Non, c'est enseignement en français. Entièrement en français. C'est-à-dire que quand on dit francophone, quand on dit enseignement en français, ça veut dire que en dehors de l'enseignement de l'arabe, tous les autres enseignements sont donnés en français. C'est-à-dire que les cours d'histoire, vous l'avez vu tout à l'heure dans le petit film, les cours de maths, les cours de physique, les cours de sciences naturelles sont donnés en français. Donc c'est la première langue en fait. C'est pas la première langue. C'est la langue d'enseignement. C'est la langue d'enseignement. C'est la langue d'enseignement. Alors c'est bilingue si vous voulez, parce que c'est pas l'apprentissage du français comme langue étrangère. C'est la langue d'enseignement. C'est la langue de l'enseignement, ce qui fait que le français devient quasiment comme une langue maternelle bis. Oui, voilà. Moi je vous garantis que j'ai l'expérience d'une école des filles de la Charité au Caire, hein, des élèves du niveau de la 4e en France, qui nous faisaient des exposés en français, et les filles, ce sont des filles de chiffonniers, hein, du Mokattam, qu'on va chercher tous les jours en bus, qu'on amène au centre du Caire, à l'école des filles de la Charité. Sur 637 élèves, il y a 170 élèves qui viennent du Mokattam. Ces jeunes filles-là, elles parlent un français meilleur que dans les collèges plutôt de la région parisienne. Un français absolument parfait. Moi j'étais absolument sidéré. Le matin, on s'adresse aux élèves en français. Dans la cour, il y a 600 élèves dans la cour, elle leur fait son discours du matin, son exhortation matinale en français. Bon, donc ça c'est l'Égypte, 170 écoles, 150 000 élèves, 55 000 francophones, 60% de musulmans dans les écoles catholiques du Liban, d'Égypte. Alors, il y a quelques établissements prestigieux dans la capitale qui forment les élites. Tout le monde connaît l'école de la Sainte Famille. Le collège de la Sainte Famille, ce sont les jésuites au Caire. Le collège La Salle, ce sont les frères des écoles chrétiennes. Ce sont les deux grandes écoles qui forment les cadres. Et il se trouve que hier, j'avais assisté à une conférence de l'ambassadeur d'Égypte à Paris, qui est un ancien élève des jésuites. Donc il sort de l'école, il parle français comme vous et moi. Il a été formé par les jésuites. Il est musulman. Le ministre des Affaires étrangères égyptien, qui est musulman également, lui sort de La Salle, des frères d'école chrétienne. Donc l'élite est formée là-bas. C'est très important. Il y a des écoles pour les filles aussi. Et puis il y a tout un réseau d'écoles, de petites écoles catholiques dans les villages de Haute-Égypte. Et ces écoles qui jusqu'à il y a 5-6 ans, une dizaine d'années peut-être, enseignaient en français, sont passées à l'arabe, faute de professeurs formés, faute de capacité à trouver des enseignants qui enseignent en français dans ces écoles-là. Il y a une association qui s'appelle l'Association des écoles de Haute-Égypte qui gère 55 établissements dans des villages perdus le long du Nil, hein, mais qui transmettent. Les élèves sont très majoritairement musulmans, mais ils transmettent justement toutes ces valeurs que le père rappelait tout à l'heure. C'est fondamental, là aussi, en Égypte. Et du coup, là, vous avez le chiffre avant et après, le nombre d'écoles francophones il y a quelques années et maintenant, pour voir si ça baisse ou si... Je ne peux pas vous dire le chiffre d'il y a quelques années, je ne l'ai pas. Ce que je vous donne, c'est le chiffre d'aujourd'hui, c'est 55 000 élèves dans ces écoles. Le financement de ces écoles pose des problématiques, et on pourra y revenir, mais en Égypte, les droits de scolarité ne peuvent pas augmenter de plus de 5% par an. Ce qui limite terriblement le fonctionnement, le développement de ces écoles. Le ministre de l'Éducation nationale égyptien est parfaitement conscient de la situation, puisque la livre a été dévaluée de 20%. Et par conséquent, ça augmente de près de 50% le coût de la scolarité. Et
il prétend qu'il va pouvoir se pencher sur cette question, mais aujourd'hui, on ne peut pas payer les professeurs. Les professeurs ont tous un autre métier à côté. En Turquie, il y a 6 écoles qui subsistent, 6 écoles catholiques, toutes francophones, qui scolarisent 3500 élèves, à 97% musulmans. Alors ce sont des grandes congrégations françaises, les frères des écoles chrétiennes, Notre-Dame de Sion, les jésuites. Très important là aussi, école d'élite. Donc école qui forme des cadres pour l'économie, pour l'administration, et qui connaissent la France et qui connaissent la culture française et qui vont par conséquent jouer un rôle important dans l'influence de la France, si je puis dire, dans le pays. En Israël et en Palestine, la francophonie est beaucoup moins présente. Il existe une centaine d'écoles catholiques, une quarantaine d'entre elles enseignent le français, et je crois qu'il y a une seule école qui enseigne en français. C'est Saint-Joseph, si je ne me trompe pas. Non? Non, c'est le collège des frères à la Sania à Jaffa. Le collège des frères à Jaffa. C'est français dans le second. Donc là, la francophonie est beaucoup moins présente, hein, sinon à travers l'enseignement du français comme langue seconde après l'arabe. Et en général après l'anglais. Je ne vous parle pas de la Syrie et de l'Irak, parce que la Syrie... Je vais quand même dire en Terre Sainte, c'est que par exemple l'école des frères à Jérusalem, avant était 100% en français, et il y a une perte de l'influence française considérable, même là. Même là. Qui est dû en fait au séminaire qui forme tous les prêtres, quel que soit le rite, à côté de Bethléem. L'enseignement a été fait en français, il est maintenant fait en arabe. Oui, voilà, oui, déjà est passé à l'arabe également. La Syrie, il y avait une dizaine d'écoles qui enseignaient en français. Aujourd'hui, on ne peut plus dire quelle est la situation, évidemment. Et en Irak, je crois qu'il y avait une seule école qui était francophone, mais là aussi, c'est pour mémoire malheureusement, compte tenu de la situation dans ces pays. Voilà, donc les grands défis, hein, les grands défis qui se présentent dans ces écoles, c'est celui du financement. On a beaucoup insisté là-dessus. Il y a des solutions à trouver. Les solutions, alors les écoles, les congrégations ne restent pas inactives face à ce problème-là. Hein. Elles essaient de mutualiser leurs moyens, elles s'organisent au niveau de la direction de l'enseignement catholique de chacun de ces pays, essaient de jouer un rôle important pour aider les établissements. Pour faire évidemment pression sur les gouvernements locaux, mais on sait bien que les gouvernements locaux n'ont pas comme priorité d'aider l'enseignement catholique. Mais il y a quand même un travail là-dessus. Il y a un deuxième aspect, c'est d'essayer de trouver des ressources de financement extérieures à travers la mise en place de fondations qui vont permettre d'imaginer des fondations défiscalisées, et notamment, on attend un peu de la France qu'elle favorise la création de fondations défiscalisées pour pouvoir aider ces établissements. Sous quelle forme, comment, c'est évidemment tout ça, c'est à étudier, à examiner. Et puis, on a parlé des jumelages, il y a toute une série de pistes qui sont évoquées aujourd'hui, qu'il faut approfondir, qu'il faut étudier davantage. L'aide des pouvoirs publics. La réponse du ministère des Affaires étrangères est catégorique, il n'y a plus de budget. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget. Jusqu'à quel point peut-on se contenter d'une réponse comme celle-là, si vous voulez. L'Organisation internationale de la francophonie, comme l'a rappelé tout à l'heure le conseiller Gollnisch, c'est pas son sujet, et on a eu assez de mal à faire venir quelqu'un de la francophonie à nos colloques. Donc ça, c'est vraiment un point tout à fait important. Deuxième point très important, deuxième défi qui se présente, c'est celui de la formation des professeurs. Et là, on attend beaucoup, on est en droit d'attendre énormément, et beaucoup plus, de la part des institutions politiques françaises. L'AEFE est défaillante, sans aucun doute.
les instituts culturels, les instituts français à l'étranger jouaient un rôle très important dans la formation des professeurs. Ils avaient des budgets pour organiser des formations, pour préparer les professeurs à passer des diplômes, des ELF, pour pouvoir améliorer leur niveau d'enseignement, de connaissance du français. Là, il y a un enjeu considérable parce que le niveau des enseignants baisse. Le niveau de maîtrise du français des enseignants baisse. Et les enseignants enseignent les mathématiques sans maîtriser complètement le français. Donc ça, c'est un problème fondamental sur lequel les établissements, les congrégations, les directions nationales catholiques ont mis une priorité et essaient de trouver des solutions. Alors, il y a redévelopper l'aide de l'AEFE et des centres culturels français. À Beyrouth, il y avait 13 personnes à le centre culturel français, 13 coopérants, il n'y en a plus que 3. Donc, ça donne une idée de la baisse des moyens. Les coopérants sont disparus. Tous les enseignants nous disent, autrefois, il y avait des coopérants qui nous aidaient, qui nous formaient, qui nous accompagnaient. Il n'y en a plus. La France n'en voit plus de coopérants. Multiplier les stages d'immersion en France. Ça, c'est quelque chose de considérable. Ça suppose des moyens, ça suppose des organisations. C'est un enjeu tout à fait majeur. Et les échanges de professeurs, tels que le pratique, par exemple, le réseau Bardabé, que rappelait Monseigneur Bernis tout à l'heure, mais à une échelle qui est forcément modeste. Là, il y a un enjeu considérable de faire venir des professeurs en France et d'envoyer des professeurs là-bas. Et ça, à travers des jumelages, c'est quelque chose qui peut s'organiser, qui peut s'envisager. Enfin, il y a une piste, en tout cas, à creuser de ce côté-là de manière très importante. Il y a une collaboration avec la Fédération internationale des professeurs de français à développer. La FIPF réunit 175 fédérations de professeurs de français dans 75 pays. Et par conséquent, ça fait, je ne sais plus combien, 80 000 enseignants de français qui sont adhérents à la FIPF et qui, chacun dans leur domaine, dans leur pays, trouvent des solutions pour améliorer leur connaissance du français, leur méthode pédagogique, etc. Et donc cette collaboration avec la FIPF doit être encouragée, développée, améliorée. Et ils sont en train de mettre au point des outils très intéressants de formation par les pairs. C'est-à-dire que les professeurs se réunissent entre eux et par petits groupes, et en travaillant ensemble, ils arrivent comme ça à progresser en commun, sans pour autant qu'on ait besoin de leur faire suivre des cours supplémentaires. Et puis il y a quand même aussi la formation de formateurs qu'il faut également développer, et qui peut se développer avec l'aide de la FIPF. Donc la formation des professeurs, c'est un enjeu considérable pour le maintien du niveau de cet enseignement, de cet enseignement en français. Et puis il y a le troisième grand défi qui est celui des outils pédagogiques. Les outils pédagogiques sont souvent inadaptés. Ce sont des outils faits en France par des professeurs de français, mais qui ne prennent pas en compte les aspects culturels locaux, ou pas suffisamment, et qui par conséquent ont besoin d'être rénovés, adaptés dans chacune des cultures locales. Et puis il y a l'autre aspect qui est celui du développement des outils numériques. Et ça, c'est une chance qui peut être tout à fait riche, mais qui suppose des moyens et qui suppose un énorme travail de formation des professeurs, des enseignants. Parce que l'enseignement avec les méthodes numériques, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'enseignement avec les méthodes classiques. Donc là, il y a un énorme travail là aussi à faire. Il y a un champ d'amélioration considérable dans ce domaine-là. Voilà les trois grands défis qui se posent. J'espère que j'ai éclairé un peu votre propos et j'attends vos questions.